Bonjour Christophe Guyot, vous êtes le chef charismatique du GMT 94. Vous nous accueillez donc chez un concessionnaire qui est un partenaire, Espace Murite. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le bilan de la saison 2020 en Supersport? Eh bien bonjour Mathieu Motonette. Le bilan 2020, il est excellent sur le plan sportif. Il est un peu moins pour Jules Cluzel qui a dû arrêter sa saison prématurément en raison d'une chute, pas d'une chute d'ailleurs, d'un accident à Aragon. Au moment où pour la première fois de l'année, en fait, on pense que là on pouvait vraiment gagner la course. Clairement, avant cette course, avant cet accident, et on a fait deuxième plein de fois. Et on courait après la victoire, comprendre ce qu'avait Locatelli sur le plan technique, à tous les niveaux, essayer de comprendre comment on pouvait aider Jules à reprendre la main. Et au moment où ça se produit, eh bien, il y a De Rosa qui décide de le percuter au freinage. Petite aparté comme ça importante, je ne pense pas que ce soit 100% de la faute de De Rosa. Il faut savoir qu'on a un règlement technique un peu bizarre en Supersport. Les freins doivent être d'origine, c'est très bien. Sur un V-Agusta, les freins d'origine sont des Brembo. Sur la Yamaha, ce sont des freins que vous connaissez qui sont les freins d'origine, donc moins performants. Ça posait aucun souci tant qu'on avait des pneus de route. Mais en 2020, sont arrivés des slicks. Et ça nous a posé de gros soucis. Sur le plan technique, c'était le gros problème, puisque de mettre des slicks avec des freins d'origine, ça ne fonctionne pas. On s'en est plaint toute l'année. On a tout fait pour tenter qu'on puisse au moins changer le mètre cylindre de frein. Il y a un refus de la Fédération internationale que je comprends, qu'on peut valider, parce que l'idée c'est de revenir sur des motos plus proches de la production. Mais dans ce cas, je ne comprends pas qu'on autorise des pneus slicks sur nos motos. Ouais. Donc c'était quand même pour moi la raison. Et c'est pas moi qui l'explique finalement. Celui qui m'a donné l'explication, c'est notre concurrent Puccetti, Kawasaki, qui est venu me dire, je pense qu'il ne faut pas être trop dur à l'égard de De Rosa, parce que quand même il a des Brembo quand nous on n'a pas des Brembo. Parce que sur le Kawasaki, il y a le même problème que sur la Yamaha, enfin problème, même équipement de frein de main. Donc voilà pour ce qui est du bilan 2020. Et pour 2021, ça se présente plutôt bien avec Julot, toujours, hein, et un petit nouveau, Federico, un Italien. Oui, alors il faut comprendre que l'idée était d'avoir un pilote qui puisse être d'un niveau proche de celui de Jules Cluzel, parce qu'on a besoin de hausser aussi le niveau de jeu, d'enlever les doutes de Jules, parce que quand Jules regarde ce qu'on appelle les bardales depuis 2 ans, il y a eu donc Federico Caricasulo et Krummenacher l'année précédente, ensuite Locatelli. Forcément, même si les motos en termes de règlement sont censées être très proches, il y a toujours des doutes. Et l'intérêt de prendre un pilote qui va être d'un niveau assez proche de Jules permettra de les ôter complètement. Et le premier demandeur était Jules, qui se sent bien dans sa tête, il se sent fort, il pense qu'il est capable d'être champion du monde et c'est ce qu'on lui souhaite évidemment. Alors est-ce que Caricasulo a trouvé rapidement ses marques au sein d'un team qui est finalement 100% français? Comment ça se passe? C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Federico Caricasulo, on le connaît très peu. Où ce qu'on a perçu les gens, c'est un accrochage. Il avait percuté Jules Cluzel en Australie, alors ça nous est remonté. Il y a des spectateurs qui lui en veulent encore. C'est normal quand on est fan de Jules, du sport français. Mais vous savez, il n'a pas fait exprès. Jules était premier à le défendre. C'est un garçon d'une gentillesse extrême qui vient d'un milieu pas du tout moto. On a compris ça. Son père est prof. Seulement travaille dans des entreprises qui n'ont rien à voir. Ils sont venus, je crois, en tout une fois le voir sur une course de moto. Donc c'est pas du tout la culture moto familiale, et c'est vraiment de lui-même qu'il s'y est mis. Là maintenant il a 25 ans, il a 9 victoires dans la catégorie. Alors oui, l'intégration, pour répondre à la question, elle est fabuleuse. D'abord c'est lui qui a demandé à porter le 94 s'il était libre. J'allais y venir. Parce qu'il a compris que dans un team français, c'est certain qu'on a envie de voir Jules gagner, que on l'aime bien, il est français, c'est le pilote maison maintenant. Mais en même temps, Federico, après tout, si j'ai le 94, ils s'occuperont peut-être de moi aussi. Bon, c'est ça. Parce qu'il portait le 64 depuis ses débuts, ouais. Mais il adopte le 94 en 2021. Ça n'a pas été une obligation. D'accord. On lui a laissé le choix, et c'est lui qui a demandé, qui a dit mais c'est super. En fin de compte, s'il avait gardé son 64, il n'aurait pas roulé chez nous.
Est-ce que, comme Cluzel, comme Sofoglou, comme pas mal de pilotes finalement, Caricasulo est un pilote de super sport. On sait qu'il est passé par le Superbike avec une réussite assez passable, mais est-ce qu'il y a des pilotes, d'après toi, qui sont faits pour la 600 ? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Jules Cluzel a fait des pôles positions en Superbike, des meilleurs temps en FP1, il a aussi gagné un Grand Prix en Moto 2 accessoirement, et en Superbike il était excellent. C'était peut-être sa moto qui était beaucoup moins. Pour ce qui est de Federico, l'an passé, je pense qu'on ne s'est pas occupé de lui de la même manière que de Gerloff, tout simplement. Je pense qu'il a eu... c'était le pilote qui arrivait, c'était la chance parce qu'il était vice-champion du monde Super Sport, on l'a mis là. Et je l'ai senti pas très heureux l'an passé dans son équipe. On s'occupait peut-être moins de lui, d'autant qu'il est arrivé avec un talent américain qui était son coéquipier, Gareth Gerloff, qui a vraiment explosé, qui a fait quelque chose de très bien. Et pour Federico, c'est une saison pas très facile à vivre. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas le soutien du milieu moto comme on peut l'imaginer. Il est un petit peu seul. Et j'ai réalisé ça en le connaissant mieux, même si ça fait longtemps qu'on le connaît, parce qu'il a failli rouler chez nous déjà il y a 3 ans. Mais c'est quelqu'un de discret et je suis intimement persuadé qu'en Superbike il aurait pu être bon aussi. D'ailleurs il l'a été, il a fait de très bons essais. C'est en course que ça n'a pas concrétisé, mais il y a eu comme d'excellents essais. Il y a eu des moments où il était dans le top 5 devant toutes les Yamaha. Il l'a fait sur des warm-up, sur des FP1, donc il n'y a pas, c'est pas pour rien. Donc, je suis pas convaincu que il y a un profil particulier. Non. D'autant, encore moins de Federico, parce que je me suis rendu compte lors des séances d'essai qu'il est fin pour donner des comptes rendus d'essai. C'est ce qui pourrait faire la différence, finalement. Ce ne serait pas vraiment le pilotage pur. Là. Un pilote, c'est un pilote. C'est peut-être sur la mise au point d'une moto. Une Superbike est forcément plus complexe parce que vous avez, on n'est plus dans les motos de production. C'est fini. Enfin, le Superbike mondial, c'est d'ailleurs... pour moi, un non-sens absolu, ce sont des MotoGP. Il y a le bras oscillant est libre, les fourches sont libres, les têtes de fourche sont libres, tout est libre, à l'exception juste du cadre qu'on peut renforcer. Il n'y a plus rien de libre. Donc on a affaire à une moto de course qui demande des possibilités de réglage infinies. Et peut-être qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des pilotes qui seront plus malins que d'autres. Donc on pourrait penser ça. Mais connaissant et Jules Cluzel et Federico Caricasulo, leur capacité à analyser une moto, à la comprendre, pour moi, c'est pas à ce niveau-là qu'il peut y avoir une différence avec eux. Alors on parle du Superbike, c'est la catégorie reine, entre guillemets, de ce championnat. C'est aussi un objectif pour le GMT ? C'est l'objectif. Il n'y a pas d'autre mot, c'est clair, c'est l'objectif. On doit y aller pour plein de raisons, parce que d'abord c'est là je peux dire ma passion, c'est la raison pour laquelle je suis entré dans le sport moto. Et puis cette notion d'indépendance par rapport au Grand Prix, je trouve que le Superbike pour moi il offre la possibilité d'être libre, de choisir ses partenaires, de pas être dans un format très fermé. C'est vrai que la voie des Grands Prix pourrait s'ouvrir aussi, mais en même temps je me dis 22 courses, on ne peut plus mener tous les projets qu'on mène par ailleurs, accueillir des gens, des stagiaires, travailler avec les collèges, avec les gens. Donc c'est peut-être perdre petit à petit aussi toutes les entreprises, toutes les personnalités, les engagements, pour n'être dépendant finalement que d'un promoteur qui finance ce truc. Mais c'est pas... Je le respecte complètement. Je suis le premier planté devant mon poste de télévision ou aller sur les courses, parce que j'ai cette chance de pouvoir être accueilli sur les Grands Prix. Donc j'adore ça, je suis fou de ça. Mais en tant que concurrent, en tant que compétiteur, le Superbike, c'est, je pense, la catégorie qui me plaît le plus. Alors Motonet sait que c'est pas écrit dans les statuts, mais le GMT, c'est un pilote français. En Superbike, quel pilote pourrait être sélectionné au sein du GMT dans un avenir relativement proche ? On fait du sport. Donc ce sera le meilleur français possible. D'accord. Donc on fait du sport et ça tout le monde le sait. Les pilotes, on a des valeurs humaines fortes. Tout le monde le sait, a compris comment nous fonctionnons. Mais un pilote, on lui demande d'être performant. Donc on va respecter des valeurs, il doit être payé. C'est ce qu'on fait depuis. Merci Jean-Claude Olivier, parce qu'en arrivant chez Yamaha en 2003, c'était ma demande auprès de lui. Jamais avant
d'avoir Yamaha, je n'ai fait payer un pilote. L'Escarnato, Dussauge de l'époque, Rachel Nicotte, André Luciana, qui ont construit l'histoire du GMT 94 avec moi, n'ont jamais payé 1 euro pour rouler chez moi. Mais je ne pouvais pas les payer. Grâce à Yamaha, depuis 2003, nous payons nos pilotes parce que j'estime que c'est comme les mécaniciens qui doivent être payés. Et c'est grâce à eux qu'on peut briller, faire des résultats, aller au bout de nos projets, des valeurs qu'on veut porter. Et donc, à ce niveau-là, on va respecter les valeurs humaines tout le temps. Et un pilote qui partira de chez nous parce qu'on estime qu'en termes de performance, il ne correspond plus à nos attentes, on l'aidera à rebondir, on l'aidera à retrouver ce qu'on a fait à chaque fois. Et donc, la condition pour un pilote chez nous, c'est d'abord d'être performant. Est-ce qu'on pense forcément à Loris Baz qui était sur une Yamaha l'an dernier, qui est parti en Ama Superbike faute de guidon, en World Superbike. Est-ce qu'une parenthèse comme ça, ça peut... parce que le Ama Superbike, en termes de niveau, c'est pas exactement la même chose que le World Superbike. On voit que les écarts en temps sont très grands. Est-ce qu'il peut faire ses preuves quand même et revenir en World Superbike après cette parenthèse-là? Pas nécessairement au sein du GMT. Hein. Bah, il est clair que c'est extrêmement regrettable que Loris ne soit pas en mondial Superbike cette année. C'est quand même, là, c'est affolant. Et je pense que c'est une des raisons de mon engagement en Superbike, démontrer qu'on doit arrêter ce système où ce sont des pilotes qui ont des sous, qui peuvent payer maintenant leur guidon. Je le sais parce que j'étais harcelé par des pilotes de très haut niveau. Je pense à des Eigarter, des Kromenarer, qui appellent en disant « Ouais, je peux avoir un sponsor qui amène ci, qui amène ça ». Je dis « Mais j'ai pas de sous, mais c'est pas chez toi que je prendrai des sous ». Donc c'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne malgré tout. Il faut changer ce système-là, je le pense. Loris n'a pas sa place en Superbike parce que c'est certainement qu'il y a des pilotes qui apportaient plus que lui. Dans d'autres domaines, on en voit des pilotes qui n'ont pas du tout le niveau de Loris et qui vont courir. Ça, c'est pas normal, pour moi, à haut niveau. En revanche, pour l'instant, de mon côté, rien n'est fait. On est engagé cette année en championnat du monde Supersport. On a 2 pilotes de pointe. Et puis, il y a des résultats sportifs. Donc ce sera ce qui déterminera le choix du pilote français de l'an prochain. Il est clair que s'il n'y avait qu'un seul pilote français, aujourd'hui c'est Jules Cluzel. Parce que, mais encore une fois, c'est la performance, l'envie, la motivation. Mais c'est d'abord Jules avec qui nous construisons quelque chose. Pour moi, c'est un pilote incroyable. Il nous impressionne. C'est un pilote d'un talent incroyable. Dans ma carrière, en 30 ans de course, en étant moi-même pilote, j'ai été impressionné par David Cheika, pour son énergie, jamais baisser les bras. Et là, j'en ai trouvé un autre, là, avec Jules Cluzel, mais c'est un truc de fou. Il ne s'arrêtera jamais. Il y a un talent naturel incroyable. Il y en a un autre talent, par contre, que j'avais eu, mais pas longtemps, mais c'était Anthony Gobert. Je pense qu'Anthony Gobert m'a donné l'idée, en fait, quand je vois Jules Cluzel, je retrouve des choses qui sont... Non mais c'est incroyable. Jules, pour donner un exemple concret, Jules, il n'a pas roulé en fait en 6 mois. On a vu avec Marquez, ce que ça donne, comment c'est compliqué de revenir. Jules, c'était 6 mois sans rouler. Il est monté sur la moto, il était à Navarra, sur un circuit qu'il ne connaît pas, premier tour, 4 secondes plus vite que Federico. Tout le temps devant, tout le temps. C'est un truc de fou. Alors Federico s'est mis à son niveau à la fin, parce que c'est Federico Caricasulo, c'est un vice-champion du monde. Et donc c'est là que c'est extraordinaire, parce qu'on vit quelque chose de fort. Jamais on a fait une séance d'essai durant laquelle il y a plus de 2 dixièmes d'écart à la fin entre les deux. Mais la locomotive, c'est Jules. Reste Jules. C'est incroyable. Mais il est impressionnant. Après 6 mois sans rouler. Et il arrivait très perturbé parce qu'il est quand même un peu stressé. Il n'a pas que des qualités, il y a des... il y a des petits défauts. Il y a quelques petits défauts, mais des défauts de champion, des vrais. Le fait qu'il n'est pas convaincu que c'est lui qui a raison, le fait qu'il n'est pas sûr de lui, le fait qu'il puisse douter, mais pas que de sa moto ou des autres, de lui-même. C'est un vrai champion, un authentique champion. C'est un truc de fou, un champion. Moi, quand je croise Fabien Forêt dans le paddock, qui est le coach, le copain, l'ami de Jean Tendré, à chaque fois, je croise Fabien, il me dit « Oh là 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 !» Il arrive là, il croit que les Ducati vont lui passer devant, il croit que les autres ont fait ci, que la Honda va le bananer, il arrive comme ça. Donc, et après, il gagne tout. Mais en arrivant, c'est ça. Jules, c'est un peu pareil. Et il est quand même impressionnant. Impressionnant. Donc non, bien entendu qu'on regarde les pilotes français. Loris Baz, bien évidemment.
bien évidemment. Mais aujourd'hui, on en a un quand même top. Une belle pépite. Ouais. Pour parler du Supersport, il y a des travaux qui vont être menés pour intégrer des Daytona 765, des Panigale V2. Est-ce que c'est une bonne idée pour diversifier, densifier le plateau ou pas? Non, pas du tout. La très bonne idée, c'est de convaincre les importateurs de s'investir, que toutes les marques puissent être présentes. Il y a une cylindrée qui s'appelle 600 cm3. Donc là, c'est plus du sport, on est dans le business. Point. C'est, pour moi, c'est une aberration. C'est comme d'avoir mis des 400 et des 300 ensemble. Là, on va mettre des 900 et des 600, on ne comprend plus rien. On parlait de Locatelli tout à l'heure. Si Locatelli avait une 900 Ducat, on serait sûr à 100% que c'est la Ducati qui faisait la différence. Il ne serait pas sur la moto officielle en Superbike s'il avait roulé sur une Ducati. Parce qu'on ne saurait pas qui est le meilleur. Le fait qu'il était sur une Yamaha, on sait que Locatelli, c'est un gros client. Alors peut-être qu'il y a des petits détails, des petits trucs, des machins. Nous, on pense qu'on aurait pu le battre s'il n'y avait pas eu l'accident avec De Rosa, avec Jules. Bon. Mais en attendant, Locatelli a fait ses preuves sur une Yamaha et on sait, il n'y a pas de doute. On fait du sport. Alors faisons du sport. Et vive la Kawa 600, vive la Honda 600, vive la Suzuki 600, il y a tout. Donc, et puis s'il n'y a pas, il y a d'autres modèles qui peuvent courir en super sport, mais justement, pas des 900. Alors la R6 cette année, elle devient un modèle complet client qui n'est plus commercialisé, en tout cas pour la route. Est-ce que c'est l'avenir des sportives? Est-ce que finalement les sportives ne vont pas disparaître petit à petit des routes, mais rester quand même sur circuit? L'important, c'est pas les sportives. Elles sont toutes sportives, les motos. Je roule avec une MT10 au quotidien, une MT-09. C'est pas la sportive. Aujourd'hui, tout roule sur la piste. C'est des motos incroyables, ce qu'on connaît. Mais la question, elle est excellente. C'est la bonne. Là, pour moi, tu tapes dans le mille. Pour moi, ce qui est important, c'est pas de savoir... 600. Non, c'est pas la catégorie. Ce qui est important, c'est une catégorie intermédiaire entre le 300 et le Superbike. Cette catégorie intermédiaire, elle permet à des pilotes comme Jules Cluzel d'atteindre l'objectif final, parce que ça reste quand même... C'est comme le Moto 2 en Grand Prix. Le Supersport, c'est quand même du haut niveau, du très haut niveau. Il faut des machines équivalentes, mais qui viennent de la route. C'est pas le sport, c'est la route. Au départ, la R6 est une machine homologuée. Au départ, le Superbike, le Supersport a du sens parce qu'on permet au motard qui va chez un concessionnaire comme ici, qui s'achète une Kawa, une Honda, une Yamaha, d'aller à Carole avec, quand tu habites à Paris, d'aller au Mans quand tu habites au Mans, d'aller sur le circuit de Mérignac quand tu habites à Bordeaux, ou au Luc quand tu es dans le sud, ou le Castellet, etc. On a plein de circuits en France. Le fait que maintenant il y ait des motos qui ne se vendent plus chez les concessionnaires pose un problème. On n'est pas en Grand Prix. Ça, c'est le Grand Prix. De prendre des prototypes et de faire rouler des motos qui ne sont pas homologuées. Le Superbike, et ce qui me plaît dans le Superbike, c'est on est motard, on va chez le concessionnaire, on s'achète une moto, on enlève les rétroviseurs et boum, on va à Carole. Donc, après des modèles, il y en a plein. Justement, Christophe, tu nous dis que tu roules en MT-09, en MT-10. Est-ce qu'il serait envisageable de créer des championnats avec ce type de moto-là? Écoutez, moi je n'ai pas de vocation à le décider, je ne suis pas élu, je n'ai pas de mandat, je ne suis pas forcément compétent dans tous les domaines, mais il y a une chose qu'on peut assurer, c'est que quel que soit le modèle que vous choisirez, le meilleur pilote gagnera. Et plus les modèles seront proches les uns des autres, au moins en termes de cylindrée, plus vous pourrez accueillir des marques qui pourront recommencer l'investissement qu'on faisait. Rappelez-vous, il y a 20 ans, ce qui était sympa, c'est quand les motos venaient de la route, les importateurs français se concurrençaient pour avoir les meilleurs pilotes, pour vendre leurs modèles. Jean-Claude Olivier disait à Alexandre Kowalski, trouvez-moi des pilotes, il faut faire gagner la nouvelle R7. Trouvez-moi des pilotes, faites-moi gagner la R6. Ce qui était le cas d'Éric Mahé. Chez Honda, c'était Rachel Nicotte qui est devenu le numéro 1. On l'appelait le patron en Supersport. Et donc il était payé par Honda France parce que c'était celui qui permettait au modèle de se mettre en valeur et d'être vendu. En réalité, la Honda, la Yamaha, la Kawasaki, je ne devrais pas dire ça. Puisque j'ai comme une étiquette Yamaha, mais après tout, on n'est pas là pour faire du corporate. Disons les choses. Franchement, à cylindrée, il n'y a pas de différence pour moi de moto. Ce qui fait la différence, c'est ce que chaque marque mettra pour permettre à son modèle de se mettre en valeur, avoir les meilleurs pilotes, créer des projets en direction des jeunes, du championnat de France ou de leur championnat national,
quand on n'est pas en France. Et c'est tout le sens du sport moto et des championnats nationaux. Donc vive la France. Et d'ailleurs, le fait que la France ait un règlement bien conçu, à mon avis, aujourd'hui, c'est pas hasard si la France est le pays qui accueille le plus de pilotes dans son championnat national. On parle de l'Espagne, de l'Italie, je vais vous donner les chiffres. En Supersport, à Nogaro, vous aviez 41 engagés pour la dernière course. En Espagne, 36. En Italie, c'était au Mugello, 27. Donc en Superbike, 40 motos en France, 13 au Mugello en Superbike Italie. Et Federico Cacasso me disait, mais la course d'avant, ils étaient 7. Donc le système aujourd'hui qui consiste à ne pas faire rouler des motos de route ne fonctionne pas et c'est tout naturel. Donc on doit relancer l'activité moto, le sport moto, effectivement avec des modèles qui intéressent les motards tout simplement. C'est justement aussi un des objectifs du GMT, c'est de faire rouler les motards sur circuit, les jeunes aussi, et surtout, à vrai dire, vous supportez de nombreux jeunes pilotes cette saison, et puis depuis pas mal d'années. Comment ça se passe, je veux dire, en termes de sélection et de soutien ? La première des sélections, c'est le résultat. Et ça, on y tient énormément. Alors, c'est pas facile de se tenir à ça parce que on a aussi inventé, on est dans un sport, donc il peut y avoir des gens qui veulent se présenter comme sélectionneurs, on va regarder qui est le meilleur, mais pour moi, il n'y a pas à regarder qui est le meilleur. Si on veut valoriser un championnat national, on doit tenir compte du résultat et on doit valoriser le résultat. Et là, il n'y a même plus de question d'âge. On est confronté aujourd'hui à la question, puisque la première chose que le GMT 94 fait pour aider tous les pilotes, tous, et là sans exception, c'est d'offrir aux meilleurs une wildcard gratuite, tout frais payé, pour le championnat du monde Supersport qui aura lieu à Manicourt le 5 septembre. Nous l'avons déjà fait en 2019. Ça n'a pas pu être reconduit en 2020 parce que les wildcards étaient interdites par Dorna en raison du Covid. Nous l'avons remis en 2021 avec des supports, dont celui de la Fédération française de moto, Sébastien Poirier en particulier. C'était avant Jacques Boll qui avait cautionné le projet, mais Sébastien Poirier le reprend vraiment et il va y ajouter d'ailleurs des éléments très forts. Et Yamaha évidemment, ainsi que tous les partenaires du GMT, dont la mutuelle des motards, etc. Mais offrir ça, c'est redonner de l'espoir à tous les jeunes. Et pas que aux jeunes. Puisque si Valentin Debise, qui a une Kawasaki, qui n'a pas les pneus qu'a des Michelin et non pas des Pirelli, est venu s'engager en championnat de France, c'est pour dire, et si ça me tombait dessus, la récompense. Donc c'est important. Le débat auquel je suis confronté, c'est qu'on me dit, bah oui, mais t'es bien, mais bon, peut-être que c'est un pilote de 29 ans qui va gagner le truc. Oui, sauf que le pilote de 29 ans en question, il n'est pas au GMT 94, c'est Jules Cluzel. Donc c'est pour l'instant, il lui manque peut-être un petit quelque chose pour intégrer un team qui veut être champion du monde. Alors si le jeune derrière, il n'est pas devant, comment peut-il espérer être champion du monde ? Il ne faut pas non plus que ce cadeau soit un cadeau empoisonné. Offrir un guidon à un pilote qui peut faire dernier, ce qui est tout à fait possible s'il n'est pas devant Valentin Debise. Valentin Debise, moi je le pense en revanche qu'il a un très bon niveau et qu'il peut être entre 7 et 10. Ce qui serait déjà une très belle performance. Entre 7 et 10. Lui, son rêve sera certainement d'être 5e. C'est le but. Et il travaille, et il bosse. Mais si vous voulez la pépite de demain, il faut que sur le championnat national, elle soit devant lui. Donc merci Valentin Debise. Parce que je vais donner un exemple pour démontrer à quel point c'est difficile, le sport. L'ouverture au Mans, le vendredi matin, Sébastien Poirier, président de la FFM, Rémi, mon fils qui travaille sur les questions avec les jeunes, m'appelle, me dit, bon, bah là, c'est pas gagné pour les jeunes, parce que le premier pilote derrière Valentin Debise, il était 2 secondes derrière en FP1 le vendredi. Là, on se dit quand même, la marche va être énorme. Le premier qui a cru, c'est Rémi. Parce que, honnêtement, avec Sébastien Poirier,
j'étais au bord de me dire, ben là, il va faire combien de temps? Rémi me dit, tu vas voir, avec Valentin, ça va les pousser, je te promets que le niveau va monter. C'est incroyable, parce qu'en course, le même week-end, de 2 secondes, c'est passé à 8 dixièmes. On vérifier avec Rémi exactement si c'est 8 dixièmes, 7 dixièmes, 9 dixièmes, mais on n'est pas loin. Alors ça restait loin, hein. De Bise a gagné avec un boulevard d'avance. Mais la course d'après, manche 1, le jeune Cauchy, 17 ans, gagne. Alors, De Bise est juste pas loin derrière, même dans la roue. Mais, et puis il a repris son bien la course d'après. C'est pas encore fait. Mais quand même, merci à Valentin De Bise du haut de son expérience. Il a roulé en Grand Prix, il a roulé en endurance, il a roulé en championnat américain, il est vice-champion hein, quand même. D'être là, et c'est parce qu'il y a cette récompense. Voilà notre manière d'aider. Maintenant, je vais répondre à la question par rapport aux 10 pilotes qu'on aide directement. C'est Rémi qui a fait le choix d'aider une dizaine de pilotes pour des raisons totalement différentes. Je prends que pour chaque pilote, il y a une raison différente qui est liée à son engagement personnel. Nous, on n'est pas des sélectionneurs du tout. Donc on ne regarde pas, nous, le résultat. Le résultat, c'est la fédération. Il y a un championnat de France, tu as gagné, tu as ta wildcard. Ça, c'est la récompense au résultat. Mais avant, c'est pas nous de décider qui peut gagner. Donc tous ceux qui ont voulu entrer, on leur a ouvert la porte, on leur a dit voilà, après c'était limité. Une fois qu'on a pris 10, on a dit bah là maintenant c'est fini. Mais il n'y a pas eu de règles particulières. D'accord. Et pour conclure, une question un peu plus générale. C'est vrai que les confinements, les fermetures de circuits, les compétitions à huis clos, les annulations de salons, tout ça, ça a compliqué nos vies, ça les a rendues moins festives. Est-ce que tu as la sensation que les journées pistes ou les journées frissons du GMT sont d'autant plus attendues pour ceux qui ont les moyens forcément de s'adonner à ce type de loisir qui est relativement coûteux quand même? Alors, pour ce qui est des journées loisirs qui vont permettre aux motards d'aller s'exprimer, de revenir à Carole, d'aller au Mans, à Nogaro, évidemment que oui, c'est extraordinaire. Maintenant, ça reste quand même très faible. La majorité des gens sont bloqués chez eux, ou en tout cas pas loin de chez eux, et la vie est très dure pour tout le monde. Là où je pense qu'on joue un rôle important, c'est déjà au niveau de notre propre équipe, des pilotes, c'est d'avoir la conscience qu'on est des ultra privilégiés. On court, on est sur les circuits. Notre championnat existe grâce aux droits télé, puisque on peut faire nos courses sans public, parce que la télévision paye. Merci Dorna, merci la Fédération internationale de permettre ça, et la Fédération française qui joue un rôle majeur pour l'organisation du Grand Prix de France ou de Manicourt. On a cette chance immense et on a un rôle de modèle énorme à jouer. Je suis fier, très fier, je remercie, j'applaudis des 2 mains Sébastien Poirier. Quand sur un podium de championnat de France, on voit les 3 pilotes avec un masque. En mondial Superbike, c'est pareil, ils ont le masque. Ce n'est pas le cas partout malheureusement. Merci Rafael Nadal, quand il gagne le Roland-Garros, le journaliste il est à 10 mètres, mais il a un masque pour donner le message, mettez-le. Si vous voulez vivre ce que je vis, si vous voulez vous aussi revenir, avoir votre activité, le vaccin, le masque, il n'y a pas à y couper. Il n'y a pas de débat. Au pire, ça ne sert à rien. Le mettre, ne pas le mettre peut être dangereux. Le mettre, je ne rentre pas dans le débat, c'est bien, c'est bon, ça marche pas. Ne rentrons pas là-dedans. On n'est pas médecin, ni vous ni moi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on nous demande de le mettre, mettons-le. Et c'est comme ça que la crise pourra s'atténuer, s'arrêter, se vacciner également. Et il n'y a pas d'autre solution. Et de donner envie aux gens, en nous regardant, de retourner nous voir, de revenir dans la vie, en commençant par, pour moi, se vacciner et se protéger et faire que la vie recommence pour tous, pour tout le monde. Merci beaucoup et donc on espère se retrouver à Manicourt en septembre. Absolument, c'est le but, on y croit tous. Fin août, pour moi, on va pouvoir revenir à Manicourt. En tout cas, c'est un gros souhait.